Madame, Monsieur, bonsoir. C'est ici même que la nuit dernière, à plus de 500 km de Téhéran, dans une zone presque désertique du territoire iranien, que l'opération montée par les États-Unis pour délivrer les otages de leur ambassade à Téhéran a échoué. 2 appareils faisant partie du commando se sont télescopés au sol sur un aérodrome clandestin au cours d'une opération de ravitaillement, alors que le président Carter avait déjà annulé l'opération pour des raisons techniques. 3 hélicoptères en panne, on n'en sait pas plus pour l'instant. Bilan, 8 morts et plusieurs blessés, les États-Unis affirmant que tous les membres du commando ont pu être évacués d'Iran. Voilà pour les faits qui sont loin d'être clairs et sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure en détail. La nouvelle à laquelle personne ne s'attendait et dont les conséquences sont encore difficilement appréciables a été annoncée en pleine nuit par le président américain qui s'est ensuite, dès 7 heures du matin, heure américaine, adressé à son peuple. Un discours de 6 minutes à peine, prononcé par un homme visiblement épuisé et tendu, dans lequel il n'a pas donné beaucoup d'informations, mais prenant le soin de bien préciser qu'il s'agissait pour lui d'un échec personnel. We continue to hold the government of Iran responsible for the safety and for the early release of the American hostages who have been held so long. The United States remains determined to bring about their safe release at the earliest date possible. As President, I know that our entire nation feels a deep gratitude, I feel, for the brave men who were prepared to rescue their fellow Americans from captivity. And as President, I also know that the nation shares not only my disappointment that the rescue effort could not be mounted because of mechanical difficulties, but also my determination to persevere and to bring all of our hostages home to freedom. Bien évidemment, toute l'Amérique attendait ce discours. Les Américains humiliés, comme l'a dit l'ancien président Nixon, qui craint que son pays fasse l'objet d'humiliations encore plus importantes à la suite de cet échec. Humiliation, mais aussi peur que les otages ne fassent les frais de ce fiasco, bien que pour l'instant, les autorités iraniennes prêchent plutôt la modération et tournent en ridicule l'échec du commando américain. Au moment même où le président Carter prononçait son discours, le correspondant d'Antenne 2 aux États-Unis se trouvait au milieu d'une famille dont le père, attaché culturel à Téhéran, fait partie des otages de l'ambassade. 8 morts et tout cela pourquoi? Nous prions Dieu pour que les Iraniens fassent preuve de modération face à cette situation. Telle avait été la réaction de la famille Graves la nuit dernière à 1 heure du matin dès l'annonce de l'échec. Stupeur, abattement et indignation puisque ce qui était redouté depuis une semaine, l'intervention militaire, allait s'avérer désastreux. C'est désolant, surtout que ces 8 jeunes soldats ont été tués pour rien, encore une fois, et que cela a empiré de nouveau la situation, les tensions, contrairement à ce que M. Carter semble prétendre, et que, encore une fois, malgré son engagement, par la voix de certains diplomates et du secrétaire d'État Vance, représenté par nous, on nous avait confirmé avant-hier soir, qu'il n'y aurait pas d'action militaire, qu'il n'en était pas question et que ce serait seulement après consultation avec le Congrès que ça aurait lieu. Malgré ce que dit le président, c'est évident que c'était tout de même une opération militaire. De ce fait, le président a vraiment, il n'a pas respecté le désir du peuple américain exprimé par le Congrès, qu'aucune action militaire n'aurait lieu sans sa consultation. Et de ce fait, je pense qu'il faut avant tout transmettre par la voie qu'on peut, parce que nous n'avons pas réussi par téléphone. On nous coupe, même de France, on coupe. On ne peut pas transmettre le message aux Iraniens que cette décision était uniquement celle du président Carter et non du peuple américain, et qu'uniquement le président Carter est responsable. Je pense qu'il fallait tenter ce qui a été fait. Les Américains ont été honnêtes, patients, et les Américains et les Iraniens malhonnêtes. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire. C'était la seule chose. Je crois que ça ne reflète pas notre habileté habituelle. J'espère qu'on aura plus de chance la prochaine fois.
conduct such an operation, and I wish us better luck in the future. Je ne m'attendais pas à l'opération militaire et je suis triste pour les 8 Américains qui ont été tués. C'est vraiment un jour de tristesse. C'est un fiasco pour Carter, mais il va le payer très cher, car il a agi pour des motifs électoraux. Après cette réaction à chaud de l'Amérique que vous venez d'entendre, les faits donc maintenant. Personne jusqu'à présent à Washington n'a vraiment expliqué clairement ce qui s'était passé cette nuit en Iran. On connaît simplement le bilan, 8 morts dans une collision au sol en territoire iranien entre 2 appareils qui faisaient partie du commando, un commando spécialisé dans ce type d'intervention avec un matériel bien particulier que nous allons voir à l'entraînement sur ces images d'archives commentées par Patrick Clément. Ce genre d'opération secrète est menée par des hommes particulièrement entraînés qui ont à leur disposition un matériel assez sophistiqué, tel ce modèle d'avion Hercules C-130 qui peut transporter sur plusieurs milliers de kilomètres, 5 à 6 000, une quinzaine de tonnes de matériel ou une centaine d'hommes grâce à ses 4 turbopropulseurs. Ce sont des avions de ce type qui ont été utilisés en Iran pour le transport du fameux commando US et de leur matériel. Ces hélicoptères qui sont filmés à Fort Bragg sont les mêmes qui ont été utilisés à Tabas. Ce modèle qui peut transporter une dizaine d'hommes et leur équipement est identique à celui qui a percuté en plein désert iranien les gros porteurs dont nous parlions plus tôt. Pour ce qui concerne l'opération Tabas, on croit savoir que la force américaine était composée de 3 gros porteurs, donc de plusieurs hélicoptères, et 300 hommes participaient à l'opération. 8 sont morts. Côté iranien, on affirme que 50 ont été laissés sur place. Washington affirme, de son côté, que tous les participants à l'opération ont quitté l'Iran. Pour l'instant, aucune précision n'a été donnée sur les bases de départ américaines. Première hypothèse, le commando a pu partir de Turquie. Les C-130 Hercules peuvent sans difficulté parcourir la distance Turquie-Iran. Deuxième possibilité, Israël. Tout le monde sait que les Américains peuvent utiliser le territoire israélien pour faire décoller leurs avions. Troisième possibilité, l'Égypte. Sadat a déclaré « J'ai promis au peuple américain d'accorder des facilités pour la libération des otages ». Quatrième possibilité, la flotte US qui croise dans l'océan Indien. Enfin, cinquième hypothèse, le Pakistan, mais c'est la thèse la moins sérieuse. Enfin, selon des sources venant de Washington, l'opération sauvetage otages aurait été annulée à partir de Tabas à la suite de défaillances techniques sur 3 des hélicoptères participant à l'opération. M. Harold Brown, de son côté, secrétaire de la Défense, affirme qu'après cette défaillance technique, un hélicoptère et un avion sont entrés en collision, d'où les 8 morts. Enfin, cet accident aurait pu se produire à cause d'un brouillage organisé et fabriqué par les soviétiques, dont les installations radars ne se trouvent qu'à quelques centaines de kilomètres au nord de Tabas. Oui, et la suite des événements, si cet accident n'avait pas eu lieu, aurait pu être la suivante, selon le récit du moins d'un agent de la CIA, service secret américain, publié aujourd'hui par le magazine Paris Match. Le commando déposé en territoire iranien, déguisé en paysan, en homme de la rue, aurait gagné les abords de l'ambassade américaine de Téhéran, où après quelques jours d'attente, il aurait donné l'assaut en employant notamment des gaz soporifiques. Libéré les otages, qui auraient ensuite été évacués à bord d'hélicoptères peints aux couleurs de l'armée de l'air iranienne, jusqu'à la base secrète installée dans le désert au nord-est de Téhéran. De là, le commando et les otages libérés auraient été embarqués à destination des États-Unis par petites étapes. Vous vous en doutez, c'est la stupeur et l'inquiétude qui règnent aux États-Unis depuis l'annonce de cet échec, aux conséquences encore difficilement appréciables sur le plan international, mais déjà à l'évidence très grave pour le président Carter. Washington, Jack Secchi. Un jour de tristesse qui rappelle la baie des cochons, disent déjà certains commentateurs, quand il y a 20 ans, le président Kennedy avait subi le même échec en voulant envahir Cuba. Quant aux conséquences, elles peuvent être multiples naturellement. Sur le plan intérieur, la réélection de Carter peut être déjà compromise, remise en cause, car une nouvelle fois, on va lui reprocher son manque de cohérence. Le sénateur Frank Church, par exemple, fait remarquer que Carter a déclenché l'opération au moment même où les Alliés s'apprêtaient à prendre des sanctions économiques et diplomatiques. Et on redoute ici que la méfiance de ces mêmes Alliés s'accroisse, puisque, en quelque sorte, Carter a caché son jeu, puisqu'il ne les a même pas informés de son initiative. À Téhéran, le ministre des Affaires étrangères, M. Golzadeh, à propos de l'action entreprise par les Américains,
parlé d'un acte de guerre, ce sont ses propres termes. Il a toutefois demandé aux Iraniens, et notamment aux étudiants islamiques, qui gardent les otages, de conserver leur sang-froid. Dans le même temps, dans les rues de Téhéran, la foule laissait éclater sa joie. Serge Misra. Si le commando américain avait réussi à atteindre le nid d'espions, il n'aurait trouvé aucun otage vivant, tous seraient déjà en enfer. C'est ce que vient de déclarer l'ayatollah Khomeini. Et le commentaire de cette foule amassée devant l'ambassade américaine à Téhéran sous la conduite des ayatollahs est le suivant: c'est Dieu qui a fait échouer l'opération américaine. Quant au président de la République iranienne, M. Bani Sadr, voici ce qu'il déclarait en revenant de Tabass, où les commandos américains ont tenté de débarquer. Il y avait 5 hélicoptères, 2 avions détruits. Et pour le moment, je n'ai pas d'autres informations, mais c'est clair. Pour le gouvernement américain qui prétend respecter les droits internationaux, c'est un cas qui montre qu'il n'a aucun respect pour le droit international. La préoccupation majeure des Iraniens semble donc apparemment pour l'instant de tourner en ridicule les Américains, tout en jugeant très sévèrement leur tentative de libération par la force des otages. Comme nous le disait d'ailleurs déjà au cours d'Antenne de Midi l'ambassadeur d'Iran à Paris. C'est un échec total de M. Carter devant le peuple américain, devant ses alliés, devant ses adversaires, devant mon gouvernement. C'est une opération, pourrais-je dire, rocambolesque, cow-boy. Enfin, aucun résultat, parce que ça va attiser la colère des étudiants. Il met en danger la vie des étudiants, des otages. Eh bien, il va fortifier notre unité nationale. Et il va justifier, n'est-ce pas, les opérations des étudiants. Rien, pas de résultat. Seulement, M. Carter a des visées personnelles. Il veut être élu. Il ne veut pas sauver la vie des otages. Il ne veut pas résorber le mal par la racine. Oui, ce soir, première intervention de l'ayatollah Khomeini dans cette affaire, citée ce soir même donc par la radio iranienne. Il lance un avertissement aux États-Unis quant à l'avenir des otages. Selon l'imam, et ce sont ses propres termes qui sont cités, si une nouvelle tentative stupide de libération des otages américains détenus à l'ambassade américaine de Téhéran intervenait, ni moi-même, dit l'ayatollah, ni le gouvernement iranien ne serions en mesure de garantir l'attitude des étudiants qui détiennent les otages. Les étudiants qui ont fait savoir, eux, toujours dans une déclaration à la radio iranienne, qu'à la prochaine tentative se solderait par la mort des otages. Officiellement, du moins, personne dans le monde ne semblait s'attendre à cette opération américaine. Cet étonnement, même M. Andrei Gromyko, le ministre des Affaires étrangères soviétique en voyage en France, n'a pu le dissimuler lorsque la question lui a été posée au cours d'une conférence de presse qu'il tenait ce matin à Paris avant son départ. Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, je dois dire que j'ai eu de la peine à le croire. Mais maintenant, j'ai eu confirmation de l'opération. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous sommes opposés à toute action militaire, à toute action de force des États-Unis ou de tout autre pays contre l'Iran. Voilà, alors vous avez peut-être remarqué le demi-sourire de M. Gromyko, et franchement, il y avait de quoi, car dans cette opération ratée, l'URSS empoche des bénéfices assez considérables. Premier bénéfice, dans la mesure où les Américains font, qu'on le veuille ou non, figure d'agresseurs, eh bien, les Soviétiques font figure de défenseurs potentiels des Iraniens. Deuxième bénéfice, dans la mesure où les Américains sont tout de même un petit peu ridicules avec ces histoires d'hélicoptères et d'avions qui se télescopent ou qui tombent en panne, eh bien cela rend plus majestueuse la force de l'armée soviétique. Donc, je le répète, on comprend le sourire du ministre, sourire auquel fait pendant d'ailleurs la violence de la presse soviétique qui, avec une rapidité assez rare chez elle, a immédiatement déclenché une très vive campagne contre M. Carter. Carter viole le droit international, disait ce matin Radio Moscou. Une aventure sans précédent, renchérissait l'agence TASS.
Arrêtez la folie, titre ce soir les Izvestia. Il est bien évident que les Soviétiques ont grand intérêt à déclencher cette campagne, à accuser les Américains, ce qui permettra, et c'est le troisième bénéfice, ce qui permettra de faire un petit peu oublier qu'ils ont eux aussi quelques peccadilles à se reprocher en Afghanistan. Réaction encore de M. Waldheim, secrétaire général des Nations Unies, qui fait appel à la retenue et à la raison dans la crise iranienne et qui, par la même occasion, en profite pour proposer ses bons offices. Voyons maintenant quelle peut être l'attitude des alliés des États-Unis dans cette affaire, car dans son discours, le président Carter a fait appel une nouvelle fois à leur solidarité. Maurice Werthers a posé la question à M. Couve de Murville, l'ancien ministre du général de Gaulle et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Vous savez, je pense que la première réaction des Européens va être une réaction de stupéfaction. Bien sûr, ils n'étaient pas au courant, ça ils ne peuvent pas le reprocher aux États-Unis. Et d'autre part, ce sera une réaction d'inquiétude. D'inquiétude d'abord devant un échec, parce que c'est un échec très grave pour l'Amérique que d'avoir manqué ce coup. Et ensuite, on se demande quelles pourront être les répercussions. Alors bien sûr, les Européens vont se passer entre eux, puisque le hasard des choses fait qu'ils se rencontrent dimanche au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des chefs du gouvernement à Luxembourg. Est-ce que ça va les conduire à se poser des questions sur la solidarité qu'ils ont affichée avec les États-Unis en prenant lundi dernier à Luxembourg aussi des décisions de punir l'Iran à leur tour, et en particulier pour ce qui concerne la seconde étape de ces mesures qui est prévue pour le milieu de mai et qui devrait aller jusqu'à l'interruption totale des relations économiques entre les pays européens de l'Ouest et l'Iran. Voilà, je crois, ce que l'on peut dire pour le moment. Visiblement, donc, les alliés des États-Unis n'avaient pas été mis au courant de la tentative de libération des otages. Ils n'étaient pas les seuls, d'ailleurs. Même aux États-Unis, le monde politique avait été tenu à l'écart. Le secret avait été remarquablement bien gardé, comme en témoigne, vous allez le voir, le sénateur démocrate Henry Jackson, interrogé par Jacques Segui. Monsieur Jackson, qui est pourtant membre de la commission des forces armées américaines. C'est d'abord la tristesse que je veux mentionner après cet échec, dit le sénateur Jackson, car les otages ne sont pas libérés. On n'a pas commencé l'enquête au Congrès, mais cela ne saurait tarder. Car nous voulons être responsables. Je vous dirais ce matin que le Congrès partage son isolement avec les alliés, puisque nous non plus n'avons pas été prévenus. Oui, cela dit, on n'est pas encore du tout sûr de la réaction du peuple américain à cette action tentée par le président Carter. Réaction encore d'un spécialiste, si je puis dire, M. Ben Elissar, ambassadeur d'Israël en Égypte, de passage à Paris à l'occasion des 12 heures pour Israël. M. Ben Elissar, qui avait été l'un des organisateurs de l'opération Entebbe, dont tout le monde se souvient, mais qui, elle, s'était soldée, par contre, par une réussite complète. C'est dommage que les choses en soient arrivées là, et c'est dommage qu'elles soient passées de cette façon-là. Je suis sûr qu'à la fois en Égypte, où je représente Israël, et en Israël, on éprouve de la tristesse. Vous attribuez cet échec à un manque de chance et un manque de préparation? Bon, il est très difficile, bien sûr, dans l'état actuel de l'information, de savoir exactement. Mais je m'imagine, enfin, vous savez, en général, dans ce genre d'opération, il faut vraiment beaucoup de chance pour pouvoir réussir. Bien sûr, il faut préparer ces opérations très minutieusement, il faut avoir des hommes, de l'équipement, etc. Mais il faut avoir également beaucoup de chance. On a l'impression que la chance a manqué aux Américains. Oui, en France, les députés communistes avaient demandé ce matin que le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-François Poncet, vienne donner la position de la France à l'Assemblée nationale. Cette demande a été rejetée. Une réaction française encore, celle de M. Michel Pinton, délégué général de l'UDF, pour qui, à partir du moment où les Iraniens ont violé la règle du droit international, il était fatal que les États-Unis bafoués finissent par utiliser la force. Voilà donc pour les faits, les réactions que nous avons essayé de vous donner le plus complètement possible, bien que cette affaire soit encore très très mystérieuse. Il faut maintenant, pour conclure ce dossier, examiner quelles peuvent être les conséquences de cette opération de libération manquée des otages, tant sur le plan international qu'intérieur américain. Paul Nahon. Bien, cet échec extrêmement grave pourrait avoir plusieurs conséquences. La première, en Iran même, où cette opération ratée va contribuer sans aucun doute à resserrer, à ressouder, si vous voulez, tout le peuple iranien
autour de l'affaire des otages de l'ambassade. Bien sûr, depuis ce matin, on ne manque pas à Téhéran de dénoncer les visées expansionnistes et impérialistes de Washington, sans oublier aussi la menace des étudiants islamiques qui ont répété à plusieurs reprises qu'ils exécuteraient leurs otages si les Américains tentaient une quelconque opération militaire. En fait, l'échec de cette opération conforte en quelque sorte en Iran même la partie la plus extrémiste du gouvernement Khomeini et isole encore un peu plus les modérés comme le président de la République islamique, M. Bani Sadr. Deuxième conséquence, sur le plan intérieur américain, bien sûr, l'échec de l'opération, pour des raisons techniques, pratiquement pour des raisons d'intendance, démontre la faiblesse du dispositif militaire américain, alors que d'autres pays beaucoup moins puissants, souvenez-vous, Israël, avec l'opération Entebbe ou la France à Kolwezi, ont réussi des opérations de sauvetage de ce genre. C'est en fait toute la crédibilité de l'administration Carter qui est en cause. Alors comment les alliés des Américains pourront-ils désormais continuer à croire que Washington continuera de protéger les intérêts des Occidentaux dans cette région vitale du monde qu'est le Golfe Persique? Et puis, on comprend mieux aussi les réserves et les hésitations de ces derniers jours des Européens à suivre les yeux fermés les demandes de sanctions demandées par le président Carter. Enfin, après l'échec de cette opération, les États-Unis vont sans doute vérifier tout leur système militaire, ce qui paradoxalement peut éloigner encore les risques de guerre entre les deux superpuissances, l'une étant en ce moment en position de faiblesse et l'autre Moscou qui bénéficie sans coup férir de la malchance et des hésitations du président Carter. Mais attention, l'échec de cette opération rejaillira sans aucun doute non seulement sur les États-Unis, mais aussi sur l'Europe et le reste du monde. Le reste de l'actualité. À la veille du sommet européen de Luxembourg, manifestation d'agriculteurs à Paris, en province. À Paris, plus de 1000 agricultrices venues de Normandie ont descendu les Champs-Élysées aujourd'hui pour demander la fixation et l'augmentation, par la même occasion, des prix agricoles. À propos de cette réunion de Luxembourg dimanche, le conseiller du président de la République, M. Jacques Blot, a indiqué que si bien sûr les chefs d'État aborderont le problème des prix agricoles, le principal problème à débattre sera celui de la contribution britannique au budget communautaire. Et puis bien sûr, on parlera aussi de cette affaire iranienne. L'Europe, toujours, est en train de disparaître. C'est ce qu'a dit M. Jacques Chirac aujourd'hui au forum organisé par Radio Monte-Carlo et la presse régionale. La politique agricole commune ne fonctionne plus. Les responsables de cet échec sont les Britanniques, affirme M. Chirac. Seconde journée de grève dans l'enseignement en France. Une journée qui semble avoir été aussi bien suivie que celle d'hier. 10 000 personnes ont défilé à Paris. D'autres manifestations ont eu lieu en province. Demain, ce sont les parents d'élèves de la fédération Cornec qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Hier et aujourd'hui, des incidents aussi sur le campus universitaire de Caen ont fait 18 blessés parmi les policiers. De nouveaux incidents ont eu lieu en début d'après-midi aujourd'hui. Augmentation de 7 centimes, c'est arrivé, de tous les produits pétroliers à partir de demain, officiel en France. Le litre de super passe à 3 francs 42, l'ordinaire à 3 francs 21. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a ordonné ce matin un complément d'information dans l'enquête sur l'assassinat de M. De Breuil. Cet arrêt semble d'ailleurs donner au juge d'instruction une mission très large, Paul Lefebvre. Mais plus que les termes de l'arrêt, procéder à toutes auditions, interrogatoires, confrontations, saisies, etc., c'est peut-être la personnalité du nouveau juge d'instruction qui permet de comprendre ce qu'a voulu dire entre les lignes la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris. Monsieur André Chevalier, qui a été désigné à 64 ans, il est né à Montluçon, il est conseiller à la Cour depuis 74, c'est un magistrat d'une très grande urbanité, mais aussi un homme de vieille école, très scrupuleux, d'une honnêteté de réflexion qui est reconnue par tout le palais. Mais c'est aussi un vieux juge d'instruction qui connaît toutes les ficelles. Il va siéger à la chambre d'accusation, il a tout pouvoir pour enquêter. Le dossier de Breuil devient son dossier, il récupère toutes les pièces. Alors un conseiller à la Cour, c'est un haut magistrat, sa nomination, sa désignation plutôt, permet à certains de penser, et j'en suis, que la chambre d'accusation a envisagé l'audition des deux premiers juges d'instruction de l'affaire de Breuil, c'est-à-dire M. Guy Floch et Mlle Andini, qui sont, disons, d'un grade inférieur au sien. Le conseiller Chevalier a donc tout le temps qu'il jugera nécessaire pour mener son enquête, mais il y a 7000 pièces dans l'affaire, dans le dossier de Breuil. Alors il est fort probable que le procès de Breuil, prévu pour cet automne, sera retardé, peut-être jusqu'au début de l'été 81. Oui, dans le même temps, l'un des membres de la commission parlementaire, le député communiste M. Kalinski, s'est étonné que le président de la République, M. Giscard d'Estaing, dans les circonstances actuelles, ait envoyé M. Poniatowski en mission en Pologne auprès de M. Gierek.
6 millions de francs en faux billets, 28 personnes arrêtées. Les policiers français viennent de démanteler un réseau international de faux monnayeurs. Des billets neufs ont été découverts à Paris. Il s'agit de coupures de 100 et 500 francs français, de pesetas espagnols, de dollars américains et de francs CFA. Le trafic durait, paraît-il, depuis plusieurs années. En Italie, pollution pétrolière dans le Pô, nous en avons déjà parlé. Plusieurs milliers de tonnes de pétrole se sont répandues dans le fleuve à la hauteur de la ville de Pavie, parcourant très rapidement des dizaines de kilomètres en direction de l'Adriatique. À l'origine de cette pollution, une brèche ouverte dans un oléoduc. Un reportage de Victor Bramant. Ici, nous sommes à l'isola Serafini, c'est-à-dire au point crucial de la lutte contre la pollution du Pô. La nappe de pétrole a déjà parcouru une cinquantaine de kilomètres et on l'attend ici, à cet endroit, devant ce barrage. Si la nappe de pétrole se déverse effectivement à cet endroit, on pourra la bloquer et peut-être même la neutraliser. La rupture de l'oléoduc s'est produite à la hauteur de Pavie. 2000 tonnes de pétrole se sont déversées dans le fleuve. Et puis, à une vitesse de 4 km à l'heure, la nappe de pétrole a avancé vers Crémone, sans atteindre d'ailleurs le barrage de Serafini. Si le pétrole passe l'obstacle du barrage, il ira jusqu'à l'Adriatique. C'est le pire qui puisse arriver. Voici déjà les traces de cette catastrophe, ces images qu'on a déjà vues si souvent en d'autres lieux. Pétrole et goudron se sont fixés sur les deux rives du Pô. Un poisson mort. Ce ne sera peut-être pas un désastre, mais il faudra bien nettoyer mètre par mètre les rives du fleuve, quoi qu'il arrive par la suite. C'est un désastre parce qu'on pouvait bloquer la nappe de pétrole bien avant à un autre endroit. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il faut le demander aux techniciens. S'il pleut, ce sera un désastre. La nappe se déversera sur les rives et dans les campagnes. C'est seulement dans l'avenir qu'on pourra évaluer les conséquences de cette pollution sur la faune et la flore aquatique. Mais le Pô, c'est aussi une source de fertilité pour toute la province. Pourra-t-on continuer à irriguer les cultures avec de l'eau polluée par le pétrole? Dans l'immédiat, la nappe de pétrole s'est immobilisée. Il y a un fort vent contraire. Mais que va-t-il se passer dans les prochains jours? Ça dépend, répond le responsable de l'environnement de la province. S'il pleut, le fleuve peut gonfler, la nappe de pétrole va reprendre sa course. On a déjà perdu 4 jours. On pouvait bloquer le pétrole bien avant. À la question « y aura-t-il un désastre écologique ?», le responsable de l'environnement a répondu « Oh, vous savez, les désastres écologiques, il y en a tous les jours en Italie. » C'est sans doute exagéré, mais c'est vrai que la rupture de l'oléoduc de Pavie pouvait être prévue et évitée. Éternelle imprévoyance écologique. Oui, et puis encore une catastrophe aérienne, cette fois-ci très grave. 146 personnes sont portées disparues à bord d'un avion d'une compagnie de charter britannique qui s'est abîmé dans les eaux territoriales espagnoles quelques minutes avant son atterrissage sur l'aéroport de Tenerife, aux Canaries. Enfin, dernière information, décès aujourd'hui à Paris du poète cubain Alejo Carpentier qui est décédé dans son domicile parisien. La météo, pour terminer, demain, après la dissipation des brouillards matinaux du bassin aquitain, le ciel sera généralement ensoleillé sur la moitié sud du pays. Les vents de nord resteront assez forts dans la vallée du Rhône et près de la Méditerranée. Sur la moitié nord, la matinée sera très nuageuse et de petites pluies seront possibles près des côtes de la Manche. Au cours de la journée, des éclaircies se développeront, les températures varieront peu. Demain soir, édition spéciale organisée par la rédaction d'Antenne 2, bien sûr à propos de cette affaire, de cet échec de la tentative de libération des otages en Iran. Et dans ce contexte troublé, je vous l'annonce tout de suite, n'oubliez pas la journée de lundi, journée soviétique de la rédaction d'Antenne 2 avec les deux journaux, 13h et 20h en direct de Moscou. Et puis le soir, question de temps également réalisée en direct d'Union soviétique. Ce soir, le dernier journal vous sera présenté par Paul Amar. Nous essaierons de vous faire un nouveau bilan de cet échec américain en Iran. Demain, samedi et demi, Jean-Claude Mangeot, lui, sera dans un tout autre domaine, mais il en faut en direct de la première foire du modélisme à Paris. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, malgré ces événements inquiétants dont nous vous avons parlé ce soir, une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.